Donc bonjour à nouveau, je suis toujours Dominique Siama de Strat College, je n'ai pas changé d'identité depuis la dernière fois. Bien, donc là, je voudrais illustrer le propos que j'ai essayé de développer lors de la première vidéo au travers d'un exercice que je fais avec mes étudiants de première année. Cet exercice, un exercice que je fais avec 6 images qui vont apparaître sur l'écran, vous allez voir à l'instant. Je vous conseille de faire pause si vous voulez les voir plus longuement. Et ces 6 images, je les donne donc à mes étudiants et je leur dis, voilà, avec ces 6 images, je veux que vous me racontiez une histoire. Une histoire. Je vous laisse libre de raconter l'histoire que vous voulez. Je vous donne quelques règles très très simples. Vous ne pouvez pas attenter à l'intégrité des images, pas les brûler, les déchirer, les découper. Vous ne pouvez pas changer l'expression des visages. Vous ne pouvez pas mettre de nouveaux objets dans les images. Vous ne pouvez pas changer le décor. Vous ne pouvez pas utiliser de couleurs. La seule chose que vous pouvez faire, c'est les utiliser dans tous les sens que vous voulez. Et puis, d'utiliser tous les codes de la bande dessinée, les bulles, les cartouches, les onomatopées, les croix gammées, caractères chinois quand on n'est pas content, et c'est tout. Vous avez la possibilité de faire une histoire drôle, une histoire grave, comme vous voulez. Voilà, je vous laisse 1 heure, et puis racontez-moi une histoire, en bande dessinée. Et je les laisse travailler pendant 1 heure. Voilà. Et je n'interviens pas pendant cette heure. La seule chose que je fais, c'est que je vérifie qu'ils respectent les règles. Et puis, donc je ne connais pas les histoires qu'ils vont me raconter. Au bout d'1 heure, je les arrête et je leur dis, je leur raconte les histoires qu'ils ont inventées, avant même que je ne les ai lues. Donc là, je parais comme un magicien, tout simplement, parce que c'est l'art divinatoire. Hein. Et je leur explique, mais comment ça se fait? Vous êtes dans une école de design, vous êtes des créatifs, vous devriez a priori tous me raconter une histoire différente, parce que vous êtes... voilà, vous êtes là pour ça, et pourtant vous me racontez tous la même histoire. Ça m'inquiète un peu pour les futurs créatifs. Et quelles sont ces histoires qu'ils me racontent tous? C'est des histoires où il y a un chat mort dans la boîte. C'est des histoires où il y a les cendres de grand-maman dans la boîte. C'est l'histoire où il y a les fringues de la jeune femme qui s'est fait jeter dans la boîte. C'est l'histoire d'une bombe dans la boîte. C'est l'histoire du caca dans la boîte. C'est l'histoire d'un sextoy dans la boîte. Voilà les histoires qu'ils me racontent tous systématiquement. Eh bien, pourquoi me racontent-ils tous ces histoires? Eh bien, pour leur expliquer, je prends les images, je les mélange en faisant en sorte qu'il y en ait toujours une qui a la tête en bas et je leur donne. D'accord? Et là, ils vont poser leurs images. Je leur dis, voilà, on va poser les images et on va essayer de comprendre pourquoi. Et quand ils posent les images, ils les posent systématiquement comme ça. Et pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils me mettent systématiquement les images avec la tête en haut et les pieds en bas. Et quand je leur fais remarquer ça, mais pourquoi vous les avez retournées les images pour les mettre? Ben, ils me disent, mais monsieur, c'est parce que c'est le bon sens, tout simplement. Le bon sens, mais c'est quoi le bon sens? Monsieur, la tête en haut, les pieds en bas, mais non, c'est pas vrai. Moi, je travaille, je suis cosmonaute, je travaille dans la station Mir, j'ai pas les pieds en haut, les pieds en bas, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Je suis salarié de UU, qu'est-ce que je fais? Je passe ma journée les pieds collés au plafond pour tester de nouvelles colles. Donc il n'y a aucune raison de mettre les images des pieds en bas et la tête en haut. Ce faisant, en fait, on est complètement guidé par les images elles-mêmes et on se refuse la possibilité d'avoir la fantaisie de mettre les images dans un autre sens. Donc vous voyez, vous vous êtes coupé de beaucoup de possibilités en mettant les images dans ce sens-là. On continue, et là je leur demande, mais ok, on va analyser ce qu'il y a dans les images. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les images? Ils analysent les images, et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, il y a 3 personnages, 2 hommes, une femme. Il y a une boîte, il y a une table, il y a une porte. Et moi je leur dis, regardez bien, il n'y a pas 3 personnages, il y en a 11 personnages. Parce que rien ne me dit que les personnages qui sont dans ces images soient tous les mêmes. C'est simplement l'habitude que l'on a, et c'est heureux, quand on nous raconte une histoire, qu'a priori on suit les personnages, qui nous fait penser que ces personnages sont les mêmes. Mais il n'y a aucune raison qu'ils soient les mêmes. On peut très bien se trouver sur la planète des clones, où là tout le monde a à peu près la même tête. On est soit brun, soit blond, soit une femme, et puis c'est tout. Et donc rien ne me dit d'ailleurs que ces personnages soient les mêmes. Rien ne me dit d'ailleurs que cette femme soit une femme. C'est peut-être juste Maurice qui aime se déguiser en femme et se mettre des balles de tennis dans son pull au milieu, juste pour donner l'impression qu'il est une femme. Mais rien ne nous dit qu'il l'est. Regardons maintenant les objets. Combien il y a de boîtes? Forcément, vous allez m'en dire qu'il y en a une, mais non, il n'y en a pas une, il y en a 6, parce qu'il y en a une par image. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une boîte? Rien ne me dit que c'est une boîte. C'est peut-être juste du fil de fer, voilà, posé sur la main de ce personnage.
Et là, mes élèves me disent, mais non, c'est pas possible que ce soit du fil de fer, parce que si c'était du fil de fer, on verrait la main du personnage. Mais ce personnage n'a pas de main. Il s'est fait couper la main quand il avait 2 ans et demi par son père qui était menuisier, qui lui a fabriqué un petit moignon en bois pour porter des fausses boîtes en fil de fer, tout simplement. Et puis, bah, il y a la table, la fameuse table, qui porte la fameuse boîte. Parce qu'évidemment, comme c'est une boîte et qu'elle est plus petite, elle est forcément plus loin. Et puis là, je vois qu'il y a un pied qui est dans l'ombre. Donc c'est forcément une table qui porte la boîte. Mais non, ce n'est pas une table qui porte la boîte, c'est un ovni, c'est d'ailleurs le modèle X75 rectifié 32, qu'on pilote directement par télépathie en se regardant fixement dans les yeux. Et puis il y a la porte, mais ce n'est pas une porte, c'est un gigantesque livre d'or à 2 pages inutile qu'on pose verticalement sur le plancher. Donc vous voyez, ce qui se passe, c'est que ces images, on pense les maîtriser, mais c'est elles qui nous maîtrisent. C'est elles qui nous imposent le sens de leur utilisation. Et ce qui se passe avec ces images, ça se passe avec absolument tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, vous prenez une chaise, vous allez pouvoir vous asseoir dessus, mais éventuellement en vous jetant dessus. Pourquoi? Parce que vous savez ce que c'est qu'une chaise. Vous savez que si vous vous jetez dessus, elle va résister, elle ne va pas se casser. Donc la connaissance que vous avez de la chaise fait que vous savez comment vous pouvez l'utiliser. Vous avez perdu l'idée de vue que cette chaise était un objet, cette chaise c'est une fonction. Et quotidiennement, nous sommes entourés de ces images qui nous imposent leur sens. C'est pas très grave, heureusement que ces images nous imposent leur sens, la vie serait très, très désagréable si à chaque instant on se posait la question, on se disait attention, ne crois pas au pouvoir des images, parce que ça serait très très difficile. Mais quand on est un entrepreneur, quand on est un créateur, on a l'ardente obligation de regarder les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'il s'agit justement de se positionner là où les autres ne sont pas. Et pour se positionner là où les autres ne sont pas, il faut penser différemment. Il faut ne pas voir les choses comme tous les autres le voient. Créer un nouveau produit, créer un nouveau service, c'est à partir des mêmes conditions, parce que tout le monde accède aux mêmes données du marché. Tout le monde est capable d'accéder aux données, qu'elles soient chiffrées ou qu'elles soient des études marketing, qu'elles soient quantitatives ou qu'elles soient qualitatives, mais à la fin, ce qu'on en fait est très très différent suivant la capacité qu'on a eue à décaler notre regard, à croiser ces données pour produire derrière des réponses qui sont innovantes. La réponse est innovante non pas parce que les données sont fantastiques, elles sont innovantes parce que moi j'ai su exploiter ces données comme personne n'a jamais su les exploiter. J'ai su imaginer des services, des solutions, des produits, des systèmes qui sont innovants parce que j'ai fait des croisements que personne n'avait jamais fait. C'est exactement ce qui illustre cet exercice. Notre incapacité à sortir des modèles que les images nous imposent, mais ces images, ça peut être des business models, ça peut être des manières de voir un service, c'est des manières de voir des technologies. Être un entrepreneur aujourd'hui, c'est se libérer du pouvoir des images, c'est se libérer des données, c'est se libérer des idées toutes faites. Ça illustre tout à fait ce que je disais tout à l'heure. Être un iconoclaste, c'est-à-dire ne pas sombrer dans la dictature des images, être capable de les regarder différemment pour les maîtriser. Aujourd'hui, être un entrepreneur, c'est être ça aussi, être capable de maîtriser ces images. Très paradoxalement, ce que nous apprend cet exercice, c'est que pour créer, il faut détruire. Mais ça, Schumpeter l'avait dit avant moi.